Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je me trouve au centre Émilie Gamelin en compagnie de la directrice ainsi que des résidents de l'établissement. Donc, je vous présente la directrice Joanne Bécu. Bonjour. Bonjour. On se trouve en plein cœur du salon du centre Émilie Gamelin, donc l'endroit idéal pour présenter les lieux. Tout d'abord, dites-moi, le centre Émilie Gamelin, quelle est sa mission? OK. La mission principale du centre Émilie Gamelin, c'est d'aider et de venir en aide aux personnes qui vivent avec un problème de santé mentale sévère et persistant. Et j'aime pas le mot persistant, avec un problème de santé mentale sévère, parce qu'avec les nouvelles médications et tout, disons que ça a changé la santé mentale au Québec. On a des gens qui ne fonctionnaient pas du tout il y a 20 ans passés, puis que maintenant, ils vont à l'école, ils ont un travail adapté, ça a beaucoup changé. Et puis, aussi, on a à cœur de travailler au développement de l'hébergement pour les personnes atteintes de maladies mentales. Donc, si on regarde vos clients, les personnes qui viennent profiter des services du centre Émilie Gamelin, ce serait qui? Tu veux dire au niveau des maladies ou des personnes? Des personnes, par exemple, si on fait un portrait type là, des clients. Okay. Disons qu'on a de tous les âges. On reçoit de 15 à 90 ans. Okay. On essaie de limiter, c'est que c'est large, la santé mentale. Hein? Ça fait qu'on essaye vraiment d'avoir des critères assez sévères parce que tout le monde pelleterait dans notre cours. Hein? La minute que quelqu'un, moindrement, veut pleurer ou pleurnicher ou que ça va pas bien, on dit, c'est la santé mentale, alors que c'est pas vrai. Dans la vie, on a le droit d'avoir des hauts et des bas. C'est pas toujours une question de maladie mentale. Et il arrive des fois des circonstances, une perte d'emploi, un divorce, un décès, qui fait en sorte que temporairement, la personne, elle se désorganise pour un certain laps de temps et c'est normal. Et ça n'a rien à voir avec la maladie mentale tout le temps, là. Disons que on est dans un secteur, on vit dans un secteur où on a souvent battu des records de pauvreté, battu des records de sous-scolarisation, manque de travail saisonnier. Ce qui fait en sorte que c'est rien pour aider à la santé mentale des personnes, hein, et des familles. Si le père ou la mère n'a pas de travail, il y a des chances que l'enfant a subi des conséquences à la maison de pauvreté ou d'appauvrissement. Donc, les personnes qui viennent ici vont avoir quel type de problèmes ou d'enjeux en lien avec la santé mentale? OK. On a beaucoup de gens qui font des dépressions. On a beaucoup de gens qui ont déprimé suite à des pertes d'emploi. On a beaucoup de gens qui ont des idées suicidaires. On a beaucoup de gens en dépression qui ont la maladie de psychose maniaco-dépression ou qui sont schizophrènes. Il y a des centaines de maladies mentales. Mais disons qu'il y en a 3-4 plus concentrées qui viennent plus régulièrement et qui nous arrivent plus régulièrement. Et ici, vous leur offrez de l'hébergement, vous leur offrez de l'encadrement. Comment est-ce que ça fonctionne? OK. D'abord, admettons, à l'arrivée, il y a des critères de sélection. Ça fait que c'est pas vrai, n'importe qui peut pas venir ici. On a beaucoup de partenaires, on a développé beaucoup de collaborations. Les premières années, on n'avait pas le choix non plus, parce que des fois, je disais que je me prostituais les premières années parce on avait tellement pas d'argent que la minute qu'un ministère m'offrait un petit quelque chose, j'ouvrais la porte tout grande. Mais on est arrivé à un moment donné dans la vie où il y avait tellement de demandes qu'il a fallu resserrer. Donc, on a vraiment bâti des critères plus sérieux, plus sévères. Et puis, 90% de notre clientèle ont une maladie mentale. C'est ça. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'un endroit pour habiter. C'est des gens qui ont besoin aussi d'un encadrement pour
reprendre un contrôle sur leur vie? Je dis toujours, c'est entre l'hôpital et la rue. Hein? Dans les années 50, les années 60, quand les gens étaient mis à la porte de l'hôpital psychiatrique, ben ils sortaient de l'hôpital puis s'en allaient directement dans leur famille. Ils arrivaient comme des robots, souvent. Pas trop de coordination. Ça faisait peur. Les gens étaient moins bien informés, moins éduqués sur la maladie mentale. Ça fait que aujourd'hui, ben, avec le Centre Émilie-Gamelin, moi, je trouve que ça fait un tampon entre la sortie de l'hôpital et la maison. Ça fait que les gens ont le temps de se dégourdir avant d'arriver à la maison. Il y a des gens qui viennent aussi avant ou après l'hospitalisation. Puis il y en a qui viennent par choix parce qu'ils ne veulent pas être hospitalisés. Fait que dans ce temps-là, ben, on collabore, on leur offre la gamme de services qui existent sur le territoire avec l'hôpital, le CLSC, et tous les services qui peuvent exister, les bureaux privés, les psychiatres. Puis, ils choisissent leur gamme de services. Ça fait qu'à partir de là, ben, moi, je trouve que ils ont choisi ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin d'une infirmière, d'une travailleuse sociale, d'une éducatrice spécialisée, d'un psychiatre, ils ont le choix. Ça fait qu'ils sont chanceux, dans une région éloignée comme la nôtre, d'avoir une si grande gamme de services. Absolument, puis j'imagine que ça leur permet de se réinsérer facilement ensuite, Oui, plus facilement. On les accompagne aussi aux études, on fait des démarches avec eux autres, on les soutient, disons. C'est toujours eux, il faut qu'ils trouvent la solution. C'est sûr que s'ils n'arrivent pas à trouver la solution puis sont en mauvais état, on va les en suggérer pour les aider à en trouver. Mais il faut que la solution vienne d'eux-mêmes. Donc ici, au Centre Émilie-Gamelin, vous offrez des chambres, il y a également des appartements. Vous pouvez loger combien de personnes? Bon, ici, on peut loger, dans la maison ici, on peut loger 8 personnes. Mais disons que des fois, on triche un petit peu, puis ça dépasse. Puis on ouvre des lits pliants, puis on transforme un bureau en chambre. Puis des fois, mon conseil d'administration n'est pas toujours content, mais ils me supportent. Ils finissent par accepter. Je leur présente la situation, puis ils ont des grands cœurs, sont généreux. Ça fait qu'ils finissent toujours par dire oui. Mais c'est ça, on donne beaucoup d'aide et de support et d'encadrement, justement. Puis, vous avez des appartements aussi, mais pas des appartements, pas un simple bloc appartement ordinaire. Il y a du support associé à ça. Comment ça fonctionne? OK. Aux appartements, on a 12 logements. On a 10 logements, 3 pièces et demie, puis 2 logements, 4 pièces et demie, ce qui donne de la place pour 14 personnes. Ils ont il y a une employée de soutien qui travaille 35 heures semaine de jour. Le soir, la nuit et les fins de semaine, ben, ils s'en viennent ici. Il y a toujours quelqu'un de garde ici, jour et nuit. Fait que s'ils ont besoin d'aide, ils s'en viennent ici ou ils appellent. On a beaucoup de numéros de téléphone de secours. S'ils pensent au suicide, il y a des lignes de prévention suicide. Il y a un peu de tout. Ça fait qu'on les renseigne comme il faut. Nos personnes sont bien renseignées, puis je pense qu'ils sont bien supportés. Très bien. Vous me disiez tout à l'heure que vous transformez des fois un bureau en chambre, tout ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes pour des services comme les vôtres. Bon an, mal an, là, combien de personnes est-ce que vous êtes capable d'aider? Pour coucher ou pour aider dans une journée, là? Au total, là, dans la vie de combien de personnes vous allez faire une différence, mettons, dans une année, là, approximativement? On a déjà vu 1200 personnes, 1200 personnes. C'est facilement entre 800 et 1000 personnes dans une année. Facilement. Donc, c'est beaucoup de gens. J'imagine que vous devez couvrir un assez grand territoire. On couvre de Port-Daniel à Percé, mais selon le régime du ministère de la Santé, ça va jusqu'à Prével. Donc, on a souvent des gens qui viennent du coin de plus près de Gaspé. D'office, les gens de Prével ou Percé en descendant sont habitués d'aller chercher leurs services vers Gaspé. Mais de plus en plus, il y a des médecins qui transfèrent leurs personnes dans le coin ici. Oui. Donc, on peut dire que ils font partie de notre MRC. C'est un service qui est vraiment essentiel quand on voit combien de gens vous pouvez aider dans une année. On sait par les années passées, faute de financement, il a fallu fermer le centre pendant certaines périodes de l'année. Cette année, vous êtes resté ouvert toute l'année. Comment est-ce que vous avez fait? Je dis toujours que je m'appelle Joe la menace parce qu'à tous les ans, je menace de fermer le centre parce que je manque d'argent. Je finis toujours par en trouver. En réalité, on est ouvert, on héberge depuis... le centre existe depuis... Le centre Émilie-Gamelin s'appelait l'APAPAM au début, l'Association de parents et amis de la santé mentale.
Et puis, cette association-là a commencé le 24 août 1989. Après ça, en 1994, quand on a fait bâtir la maison ici, la maison d'hébergement de courte durée, on a changé le nom pour l'Éclaircie Aide à la santé mentale. Parce que quand j'ai commencé en 89, le gouvernement donnait l'argent pour supporter les familles. C'est pour ça que ça s'appelait l'Association de parents et amis. En 94, quand on a décidé de faire bâtir le centre, le gouvernement a commencé à donner un petit peu d'argent pour aider les malades. Parce que moi, je me battais comme un diable dans l'eau bénite dans les rencontres pour dire, si on aide, on supporte le malade, le parent va être libre, va être plus libre. Donc, on n'a pas besoin de donner du répit aux parents. Je sais qu'ils en ont besoin, mais on peut le donner moi, ma formule, c'était d'aider le malade, de supporter le malade pour que la famille était plus libre. Ça fait qu'on fait aussi en passant, on fait aussi du gardiennage. On donne du répit aux familles quand ils ont besoin d'avoir un genre de gardiennage pour leurs malades, s'ils ont quelque chose à faire ou s'il faut qu'ils vont à l'extérieur pour de la maladie ou en vacances. On peut aussi, à de la place, on fait du gardiennage. Donc, finalement, si je reviens au financement, qu'est-ce qui a fait que cette année, vous avez réussi à garder le cap pour l'année entière? Parce qu'on le sait, c'est pas facile d'accéder au financement nécessaire. J'ai eu beaucoup de support. J'ai eu du support au niveau des familles endeuillées qui ont donné leurs dons pour la santé mentale. Ça fait qu'on a eu quelques-uns cette année. Ça a aidé beaucoup. Ça nous a aidé beaucoup. Et puis aussi, il m'arrive de recevoir des amendes, des dons de la Cour. Des avocats ou un avocat qui va nous référer beaucoup à des juges pour dire, regarde, faut pas oublier le Centre Émilie-Gamelin. Fait qu'au lieu de retourner l'argent à Québec au Conseil du Trésor, il y a eu un peu d'argent qui s'est envenu ici. Ça nous a aidé énormément. Absolument. J'en ai moi-même été témoin pour avoir assisté à certains procès à la Cour à Percé, les contributions pénales. En fait, souvent, les avocats vont suggérer de contribuer pour le Centre Émilie-Gamelin ici, en rappelant d'ailleurs à tout le monde présent dans la salle à quel point ce service est important. Oui, puis nous, avec cet argent-là, en restant ouvert, ça nous permet de faire de la réadaptation, de l'intégration, de l'insertion sociale. Ça fait que la communauté est gagnante au bout. Absolument. Puis j'imagine que ça doit pas être facile non plus quand il faut fermer, de mettre tout le monde dehors en disant désolé, on peut plus. Là. On l'a fait une fois et ça a été l'enfer. Parce que les gens, les fins de semaine qui étaient à la rue, essayaient de défoncer. Parce que les malades, on a su que beaucoup de malades dormaient sur la plage. C'était dans l'été. Beaucoup de malades dormaient sur la plage. Il y en a qui couchaient dans le bois. Il y en a qui ont défoncé des chalets pour aller dormir. Ils se trouvaient un trou, comme on dirait, comme ils pouvaient. En fait, il y avait un besoin, puis il n'y avait plus d'organisme pour le combler. Mais je sais que le matin qu'on a réouvert, il y avait du monde sur le terrain. C'était épouvantable. On a regretté de ne pas avoir fait venir les médias parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants qui avaient toutes 2-3 personnes autour d'eux qui accompagnaient, qui attendaient que ça ouvre. Je pense qu'on aurait eu besoin d'une 30aine de places, puis il y a les 2 tiers qui ont parti bredouille parce qu'il n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le monde qui avait besoin d'hébergement. Donc, une chose est certaine, c'est que les besoins sont là. Vous êtes activement impliqué aussi dans la vie des personnes qui bénéficient de vos services. Je vais vous parler de la semaine de la santé mentale au mois de mai. Vous allez tenir plusieurs activités dans le cadre de cette semaine-là? Oui, d'abord, on a 4 grands volets de services. Ça fait qu'on les fait connaître pendant la semaine de la santé mentale. Parmi nos 4 grands volets de services, on a de l'accueil, de l'évaluation et de l'orientation et référence. Parce que des fois, comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui pelletent dans notre cours. Ça fait que des fois, avec des bons critères, puis de l'évaluation, ça nous permet de dire oui, cette personne-là a besoin de nous autres, puis cette personne-là c'est pas vraiment ici qu'elle doit être hébergée. Ça fait que ça nous permet de faire j'aime pas le mot triage, mais une certaine sélection. Comme notre mission est pour la maladie mentale pure et dure, on s'organise pour que c'est les gens atteints de maladie mentale qui viennent ici. Après ça, on a le volet d'hébergement de courte durée, qui est ici, la maison où on est présentement. Ensuite, on a les appartements communautaires autonomes avec suivi. Ça s'appelle comme ça pour pas dire appartements supervisés, comme je vous expliquais tantôt, parce que les appartements supervisés ont relevé presque toujours d'un hôpital. C'était comme une ressource intermédiaire d'un hôpital.
Et puis, on a le volet centre de jour, centre d'activité. Ça fait que à partir de ces 4 grands volets de services-là, on fait la promotion de nos services pendant la semaine de la santé mentale. On ouvre nos portes au public pour qu'ils viennent visiter. Au début, j'ai été grandement dans le sens que des fois, il y a des années qu'on a moins de monde qui vient visiter parce que les premières années qu'on a ouvert, j'allais inviter les milieux de travail. La Gaspésia, le Centre local d'emploi. J'ai invité des gros milieux de travail. Ça fait que beaucoup de gens de la communauté ont visité le Centre Émilie-Gamelin. Ça fait que je voulais que les gens connaissent ça. Puis je me disais, le milieu va peut-être plus nous aider s'ils savent ce qu'on fait. Hein? Absolument. Donc, cette année, est-ce que vous allez faire encore une porte ouverte? Oui, encore des portes ouvertes. Puis même si on annonce une journée ou deux de portes ouvertes par demi-journée, s'il y a des gens qui viennent dans la semaine et qui veulent visiter, nous allons faire visiter. Très bien. Puis vous faites une exposition d'art aussi. Oui, on a eu la chance d'avoir Madame Martine Tremblay, qui est ici avec nous aujourd'hui, qui est celle qui guide le projet. Et puis, j'ai toujours eu un faible pour les ateliers d'art et santé mentale. Alors, il y a eu des années où j'en ai pas eu parce que j'avais pas assez d'argent. Puis cette année, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai trouvé le moyen de Madame Tremblay nous faisait des bons prix. Ça fait que, et je veux que ça continue à l'automne aussi. Ça fait qu'on va exposer. On va exposer pendant la semaine. Et on va avoir beaucoup de conférences avec des professionnels de la santé. Je peux pas vous donner tous les titres parce que je les ai pas sur papier, là. Mais la semaine est chargée. Puis on la fait toujours en collaboration avec le centre de santé. Tous les ans, on collabore. J'aime beaucoup collaborer avec d'autres partenaires parce que je trouve que ça divise je cherche le mot, être plusieurs à se partager un problème, à supporter un problème, disons que les conséquences sont moins lourdes. Donc, Joanne Bécu, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, je suis avec Martine Tremblay, qui est responsable des ateliers d'art-thérapie. Bonjour, Martine. Bonjour, Ariane. Alors, qu'est-ce que ça apporte aux résidents ici, au Centre Émilie-Gamelin, au Centre de jour aussi, de pouvoir faire de l'art? En fait, faire de l'art, tout le monde peut faire de l'art. Tout le monde est un artiste. Hein? Puis tous les goûts sont dans la nature. Alors, faut pas se gêner. Ce que ça leur apporte, c'est... en tout cas, ils évoluent de plus en plus. C'est une technique qu'ils apprennent, puis ils s'expriment à travers l'art, puis on perçoit qui a fait quoi. Donc, ils peuvent, se refléter. Se révéler là-dedans. Ils aiment ça parce qu'ils voient les résultats, ils voient qu'ils sont bons, ils sont surpris eux-mêmes. Il y a des surprises intéressantes. Ça leur fait du bien? Oui, tout à fait. Donc, on peut voir ici quelques œuvres. Quelques-unes, ils en ont produit beaucoup. Donc, ça va être exposé lors de la Semaine de la santé mentale? Oui, c'est un projet que Joanne Bécu aime. Ça va être exposé à quel endroit? Ça va être exposé un peu partout parce que c'est porte ouverte. On en a mis un peu partout, ça met de la couleur. Très bien. Donc, ça va être ici au Centre Émilie-Gamelin? Oui, tout le monde est bienvenu. Merci beaucoup.